donc effectivement, je suis belge. J'ai fait mes études à l'Université catholique de Louvain, d'abord comme ingénieur et puis dans des études de doctorat en sciences économiques. Et puis j'ai continué ma carrière en France depuis 1992 en passant avant ça par les États-Unis. Donc l'économie d'incertain, oui, c'est un sujet totalement central dans mes recherches et évidemment le plus bel exemple d'application de l'économie d'incertain aux problèmes réels, c'est celui du climat. Mais avant d'aller dans les détails de cette problématique d'économie du climat, je voudrais d'abord m'excuser auprès de vous de ne pas être présent physiquement en Belgique. Je n'ai plus pris l'avion depuis le 13 mars et j'espère pouvoir tenir encore quelques mois. Je pense qu'un des quelques bénéfices que nous avons de la crise actuelle, c'est de coordonner les activités économiques et beaucoup d'activités économiques et sociales en Europe et dans le monde occidental sur des systèmes virtuels plutôt qu'en présentiel. Je pense qu'à long terme, on a à y gagner beaucoup, en particulier en termes de réduction des émissions de CO2. Donc, je suis content d'une certaine façon de continuer cette tentative de réduire mes émissions de CO2 liées à mes transports. Alors, j'ai la chance de passer après différents intervenants qui ont déjà beaucoup résumé la situation et donc je vais me permettre de ne pas rappeler le caractère crucial et dramatique de la crise climatique auquel nous sommes confrontés. Pour reprendre un titre antérieur, il s'agit bien du plus grand défi de l'humanité. Alors, on a parlé beaucoup d'autres défis ce matin que de ceux du climat. Aujourd'hui, dans ma présentation, je vais strictement me limiter à la problématique du climat. Ceci n'empêche que dans un certain nombre d'actions liées au climat, il y a d'autres bénéfices et d'autres coûts qu'il faudrait prendre en compte, notamment ceux de la biodiversité discutés ce matin. Mais donc, pour remettre les choses en perspective, chaque Belge est responsable de l'émission de 8 tonnes de CO2 sur le territoire de la Belgique. Donc 8 tonnes de CO2, c'est beaucoup. C'est un peu moins que les décennies précédentes pour les Belges. On a une tendance à la baisse des émissions de CO2 en Europe depuis une vingtaine d'années. Mais néanmoins, c'est encore énorme. 8 tonnes de CO2, il faudrait passer à zéro d'ici 2050 et sans doute diviser par 2 d'ici les années 2030-2035. Ça va être extrêmement compliqué et extrêmement coûteux. Avant de parler de coûts, et qui va être au centre de mon exposé, parlons des bénéfices. Réduire l'émission de CO2, c'est réduire des dommages qui, si on ne fait rien, seront énormes, protéiformes et incertains. Et ce caractère multiple, à la fois en monstruosité des dommages, leur caractère protéiforme et leur caractère incertain, rend le débat public particulièrement compliqué. C'est pour ça que j'ai l'habitude, et je sais que je prends des risques importants quand je fais cette simplification, j'ai l'habitude de, pour fixer les idées, dire que après multiples analyses des économistes, des climatologues dans des modèles intégrés qui combinent module climatique, module environnemental, module social et économique, on a estimé les conséquences des dommages. Alors, il n'y a pas que des dommages économiques, il n'y a pas que des dommages sanitaires, il y a des dommages environnementaux, il y a des dommages sur la biodiversité qui sont parfois difficiles à évaluer. Mais grosso modo, si vous me permettez, de la façon simple de mesurer, d'exprimer les conséquences sur l'humanité de l'émission d'une tonne de CO2 émise aujourd'hui, eh bien, on peut parler de chaque tonne de CO2 émise en 2020 générera dans un avenir plus ou moins long, en moyenne 80 ans, donc d'ici 2100, en moyenne, il y aura des effets beaucoup plus longs, un dommage qui est de l'ordre de, il est très incertain, mais il sera de l'ordre de 1 200 € d'aujourd'hui en 2100. Donc, vous voyez que chaque tonne génère un dommage d'environ 1 200 € dans 80 ans. Chaque Belge émet chaque année 8 tonnes de CO2. Donc, chaque année, chaque Belge va être responsable d'environ 10 000 € de dommages de protéiformes de toute nature, mais qu'on peut évaluer à 10 000 € dans 80 ans. Donc, c'est conséquent. Alors, pourquoi c'est
c'est aussi un problème gigantesque, non seulement parce que les dommages sont importants, mais c'est aussi parce que la société, notre société moderne, notre société d'êtres humains, elle n'aurait pas été plus facilement gérable dans le passé, mais notre société d'êtres humains est mal outillée pour gérer ce risque-là, pour gérer ce dommage et pour le gérer de façon intelligente. Et pourquoi? Parce que nous sommes confrontés dans le cadre du changement climatique à une double tragédie, la tragédie des horizons, qu'elle soit temporelle ou qu'elle soit spatiale. L'horizon, la tragédie des horizons temporels, je viens de l'expliquer, il s'agit de, quand vous émettez du CO2, de générer des dommages qui ne sont pas immédiats, qui seront dans un avenir relativement long, 80 ans, même si on a déjà un certain nombre de conséquences à court terme, mais l'essentiel des dommages sont assez éloignés dans le temps. Et ça conduit à, en fait, un risque d'irresponsabilité, puisque finalement, si je fais des efforts aujourd'hui, eh bien, je n'en verrai pas la couleur avant très longtemps. Et ça, c'est très, si vous voulez mettre en perspective ceci par rapport à ce qu'on sait de la crise du Covid-19, finalement, la crise du Covid-19, on a plutôt bien su la gérer, jusqu'à maintenant en tout cas, mais c'est parce qu'on a pu faire un lien direct entre les sacrifices importants que la population a accepté d'affronter, port de masque, arrêter de travailler pendant 2 mois, rester confiné, devoir gérer des enfants qui auraient pu aller à l'école. Tout ça, ce sont des sacrifices importants, mais on a vu immédiatement les bénéfices générés par cet effort, et donc la société, la population a plutôt accepté cet effort. Aujourd'hui, pour le changement climatique, faire des efforts de même nature ne va générer des bénéfices qu'à très long terme, et donc ça réduit le soutien public, l'acceptabilité sociale d'efforts de lutte contre le changement climatique. Et puis il y a une deuxième tragédie des horizons, cette fois-ci spatiale, parce que quand un pays, une personne décide de faire un effort, l'essentiel des bénéfices de ces efforts subis par l'individu ne vont pas être portés par l'individu, mais va bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Et ça, c'est ce qu'on appelle un problème d'externalité qui conduit à un problème bien connu en économie qu'on appelle le problème du passager clandestin. Quand vous faites des efforts, c'est des passagers clandestins qui font bénéficier de vos efforts plutôt que vous-même. Et donc voilà, on a cette double tragédie fait qu'il est malgré qu'il soit socialement désirable de faire des efforts importants pour réduire les émissions de CO2, il est du point de vue de l'intérêt personnel de chaque individu, de chaque entreprise, de chaque pays, la rationalité pourrait justifier plutôt de ne rien faire du tout. Donc c'est le problème de la tragédie des camps. Alors, face à ce problème, il y a 6 stratégies qui sont sur la table et je voudrais rapidement les discuter avec vous. Il y en a qui sont relativement mauvaises, la plupart sont relativement mauvaises, même si elles sont encore sur la table elles le sont depuis une trentaine d'années. Il y en a une très bonne, c'est celle des économies, j'y reviendrai dans la stratégie numéro 6. Donc, stratégie numéro 1, l'utopie climatique. Alors, on n'en a pas trop parlé ce matin, mais en fait, quand vous écoutez ce qui a été dit ce matin, on n'a pas du tout le discours des politiques sur le sujet. On n'avait pas de représentation politique ce matin, parce que si vous aviez interrogé un politique sur le changement climatique, vous auriez eu un discours très différent de ce qu'on entend. Les discours essentiels des politiciens sur le sujet, c'est le changement climatique, c'est une chance pour l'humanité, c'est une chance pour notre économie. Regardez le Green Deal des démocrates, le Green New Deal des démocrates aux États-Unis, regardez le European Green Deal sur la table de la Commission européenne aujourd'hui. L'idée générale, comme l'idée de la plupart des plateformes électorales qu'on a pu voir depuis un certain nombre d'années, notamment celle des dernières élections européennes et nationales en Belgique en 2018, vous voyez que sur ces plateformes électorales, on vous parle du climat, la lutte contre le climat, comme une manière d'améliorer le bien-être immédiat des citoyens, ce qui est difficile en réalité, ne correspond pas vraiment à la réalité. Donc l'idée que lutter contre le changement climatique va permettre de créer des millions d'emplois bien payés, de réduire la facture d'électricité, d'accroître le pouvoir d'achat des ménages. Les gilets jaunes en France ont bien compris que c'était pas vraiment ce qui se passait, puisqu'en plus ils devaient payer plus cher leur essence à la pompe
Et puis, de toute façon, de façon globale, regardons au niveau totalement macro le sujet de la lutte contre le changement climatique. De quoi s'agit-il? Il s'agit, in fine, de remplacer des sources d'énergie relativement peu coûteuses et encore extrêmement abondantes, c'est le pétrole, c'est le gaz et c'est surtout le charbon. Eh bien, remplacer ces sources d'énergie qui ont fait la prospérité de nos économies occidentales depuis 2 siècles par des sources d'énergie alternatives, renouvelables. Eh bien, aujourd'hui encore, alors peut-être ça changera dans l'avenir, mais aujourd'hui encore, ça coûte beaucoup plus cher à produire. Et donc, il s'agit de continuer à produire de l'énergie, mais de façon beaucoup plus chère que ce qu'on a fait dans le passé. Et ça représente un sacrifice qui, in fine, vous pouvez danser sur votre tête, in fine, ça va obérer le pouvoir d'achat des ménages, d'une façon ou d'une autre, à travers une taxe carbone, à travers le renchérissement des prix de l'électricité ou de l'essence à la pompe. Donc cette stratégie d'utopie climatique, elle ne correspond pas vraiment à la réalité, même si c'est ce que les politiciens nous vendre. La stratégie numéro 2, c'est un petit peu l'inverse. La stratégie numéro 1, c'était l'utopie climatique. La stratégie numéro 2, c'est la dystopie climatique. Et ça, on en a entendu beaucoup parler ce matin, notamment par Aurélien Barraud. C'est tout le mouvement lié à la théoricien de la décroissance, Jonas, le célèbre philosophe allemand du XXe siècle, Noémie Klein, Serge Latouche en France, et maintenant aussi Aurélien Barraud. 2 types d'analyses, qui ne sont pas complètement fausses d'ailleurs. La démocratie, c'est la dictature du présent. Pourquoi? Parce que les électeurs, seuls les électeurs d'aujourd'hui peuvent voter pour les élections d'aujourd'hui, même si des décisions sont prises qui affectent les électeurs dans 50 ans, dans 100 ans, mais les électeurs dans 50 ans, dans 100 ans ne peuvent pas voter aux élections d'aujourd'hui. Et donc, la conséquence, c'est que les politiciens qui sont motivés à se faire réélire, ils se font réélire par les citoyens d'aujourd'hui, pas par les citoyens de demain. Et donc, ça conduit à un court-termisme politique qui est massif et qui est inhérent à la démocratie. C'est incontestablement un problème auquel nous devons réfléchir. Et puis, l'autre type d'analyse qui s'est portée par cette mouvance de réflexion-là, c'est le capitalisme, c'est l'empire de la tentation. Et là, on en a entendu parler aussi ce matin avec Sébastien Boller. La faute, le problème, c'est que ces gens nous disent la seule façon de résoudre le problème, c'est de détruire le capitalisme, alors qu'en fait, c'est pas le capitalisme qui est le problème. Le problème, c'est la dopamine, c'est le système. C'est pas le système qui est le problème, c'est l'individu. C'est le désir de devoir toujours consommer plus qui porte la croissance économique et qui est à l'origine du problème. Les économies socialistes, les économies planifiées n'ont jamais été meilleures que les économies capitalistes pour lutter contre les problèmes environnementaux. On l'a vu en Union soviétique dans les années 90, Tchernobyl, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, quelles sont les solutions portées par les gens qui portent cette stratégie 2? Il y en a 2. La plus simple, c'est de dire moi, je vais construire un homme neuf. Ça a été aussi un des discours entendus ce matin. On va expliquer à l'individu qu'il doit changer de valeur. Il doit s'adapter, il doit réaliser que ces valeurs ne sont pas les bonnes et je vais lui apporter sur un plateau d'argent les valeurs qu'il devrait intégrer dans son être nouveau. Alors, 1789, 1917, Pol Pot, Cuba, c'est pas clair que la révolution portée par la création d'un homme nouveau soit compatible avec ce qui est possible. Et donc, d'ailleurs, en général, les gens qui portent ce projet sont finalement conduits à proposer, plutôt que l'homme neuf, proposer une dictature éclairée, écologique et liberticide. Alors, chacun prendra ce qu'il voudra de cela. Stratégie numéro 3, est assez pratique. Elle correspond en fait à ce que la prédiction des économistes, que je vais présenter dans mon premier slide. Étant donné la tragédie des horizons temporels et spatiaux, les politiciens, soit ils essayent de vendre une utopie climatique qui va assez facilement être dévoilée comme une aberration. L'alternative, c'est de partir sur le principe pour Donald Trump,
America First. America First. L'intérêt des États-Unis n'est pas de réduire les émissions de CO2 parce que la plupart des bénéfices de la réduction des émissions de CO2 des Américains profiteraient aux Chinois, aux Africains et aux Européens avant de profiter aux Américains. C'est le problème du passager clandestin et donc les Américains, Trump en particulier, désirent jouer le passager clandestin, espérer que la France, l'Europe et la Chine fassent des efforts et puis permettre de ne pas subir pour les Américains le changement climatique. Et puis, il n'y a pas que Trump, il y a Bolsonaro, Poutine. L'Australie est plus proche de nous, la Pologne et d'autres, et un certain nombre de pays en voie de développement qui n'ont, comme dans le cadre des accords de Paris, n'ont fait aucune promesse engageante. L'exemple de la Chine étant probablement le plus évident de tous. Donc ça, c'est effectivement la prédiction des économistes. Dans un monde où il n'y a pas de gouvernement mondial, il n'y a pas la possibilité d'envoyer des tanks dans les pays qui refusent de faire des efforts, eh bien chaque pays va jouer Belgium first, America first, China first, etc. etc. Et d'ailleurs, dans certains pays, cette stratégie elle est portée par une opinion publique qui comprend bien la problématique du passager clandestin et qui, effectivement, dit mais pourquoi je ferais des efforts, moi américain, si les Chinois font pas d'efforts, de toute façon, si les États-Unis font, si la Belgique fait des efforts toute seule, ça ne changera rien du tout au changement climatique globalement. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'Europe, qui est un extraterrestre là-dedans, parce que l'Europe est à peu près la seule région du monde où il y a vraiment des gens qui disent non, on va vraiment faire quelque chose. Eh bien, on est un petit peu isolé politiquement dans l'enderlo international sur ce sujet. Au moins jusqu'au 3 novembre, on va croiser les doigts pour les élections américaines. La stratégie numéro 4, on est en plein dedans en Belgique, en France, en Europe, aux États-Unis. C'est une politique de gribouille, c'est une politique qui tente de faire, qui tente d'adapter le capitalisme avec des bouts de ficelle qui sont en général assez efficaces. Il s'agit d'une myriade de politiques micro, macro, d'interventions dans tous les sens, non structurées. Je prends des exemples en Belgique, la subvention aux éoliens, à l'énergie solaire. En France, le bonus-malus automobile, je ne pense pas que vous en ayez en Belgique, mais donc où les voitures les plus polluantes se voient imposer une taxe de 20 000 euros et tandis que les moins polluantes en France, les voitures électriques reçoivent un bonus de 6 000 euros. Voilà, est-ce que c'est une bonne politique et c'est une mauvaise politique? C'est pas complètement évident. Et des économistes ont déjà beaucoup critiqué ce type de politique. Les normes anti-pollution automobile, on a bien vu le Dieselgate, les conséquences un peu délétères d'une régulation qui est mal ficelée. L'isolation thermique des bâtiments, c'est certainement une bonne idée pour les passoires thermiques, mais pas nécessairement une bonne idée pour un certain nombre d'habitations qui sont relativement bien isolées déjà. Il faut faire une analyse coût-bénéfice. C'est pas clair que qu'une proportion considérable d'habitations relativement modernes génère un bénéfice net positif pour la société, l'humanité en entier de faire ce type d'opération. Et puis, il y a un ensemble de thématiques sur lesquelles je n'aurai pas le temps d'intervenir pendant ma présentation ici, de green finance, le rôle de la finance pour lutter contre le changement climatique. Il y a beaucoup de greenwashing là-dedans et il y a surtout très peu de structuration intellectuelle sur quel pourrait être le rôle des marchés financiers et des intermédiaires financiers pour lutter contre le changement climatique, alors que les États eux-mêmes, qui sont les opérateurs naturels, les agents économiques naturels pour porter le sujet, n'ont été jusqu'à maintenant incapables de le faire, de faire beaucoup sur le changement climatique. C'est difficile d'imaginer que des opérateurs en concurrence puissent faire beaucoup plus. Donc, l'ensemble de ces politiques, on pourrait, dans mon livre, je parle beaucoup de cas particuliers et j'essaye de mesurer les coûts et les bénéfices de chacune d'entre elles. C'est en fait une boîte de Pandore. En fait. Il y a plein de choses là-dedans. Et quand vous regardez le coût par tonne de CO2 évité, eh bien, vous avez des choses extrêmement différentes. Je vous rends juste un exemple, l'exemple des panneaux photovoltaïques en France. En France, en 2010, quelqu'un qui installait des panneaux photovoltaïques sur son toit recevait un contrat garantissant le prix de rachat de son électricité solaire pendant 20 ans au tarif de 60 centimes le kilowattheure. Alors,
pour les non-spécialistes, 60 centimes le kilowattheure, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, ayant en tête que le kilowattheure dans le mix électrique européen a un coût qui tourne autour de 6 centimes le kilowattheure. Vous voyez qu'on offre un prix démultiplié par 10 en 2010 en France pendant 20 ans aux individus qui acceptaient d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Et ça, évidemment, ce surcoût de production d'électricité, il est porté par les consommateurs d'électricité qui voient leur facture d'électricité augmenter. En France, chaque année, les consommateurs d'électricité français payent 10 milliards d'euros pour compenser tous ces contrats qui ont été écrits depuis une douzaine d'années en France. 10 milliards par an, c'est pas négligeable. Donc, évidemment, par contre, il y a un bénéfice. L'électricité solaire, comme vous le savez, ne produit essentiellement pas de CO2, alors que le mix électrique européen produit environ 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc, vous voyez on atteint le pouvoir d'achat, on augmente les coûts de 54 centimes par kilowattheure pour un bénéfice de 400 grammes de CO2 qui n'est pas émis chaque fois qu'on augmente la capacité solaire de la kilowattheure. Donc, c'est assez simple. Vous prenez une calculette, une règle de 3, 54 centimes pour 400 grammes de CO2 économisé, ça amène le prix c'est un coût implicite par tonne de CO2 évité d'environ 1 500 € la tonne. C'est absolument considérable. Alors qu'au même moment, en Europe, la Pologne, l'Allemagne et la plupart des anciens pays de l'Est qui font aujourd'hui partie de l'Union européenne produisent de l'électricité avec du charbon. Or, il faut savoir que la substitution du charbon par le gaz naturel est un peu plus coûteux, 50 centimes le kilowattheure de plus si on passe du charbon au gaz naturel. Mais par contre, le gaz naturel émet beaucoup moins de CO2 par kilowattheure que le charbon. Et quand vous faites le calcul, ça coûterait à l'Union européenne 30 € la tonne de CO2 évitée. Et on ne le fait pas. Aujourd'hui, la Pologne produit son électricité à 80% avec du charbon. Et donc, vous voyez qu'au même moment en Europe, on dépense jusqu'à 1 500 € la tonne de CO2 évité avec des programmes de développement de l'électricité solaire, au même moment où la même région du monde, l'Europe, ne parvient pas à réduire ses émissions de CO2 alors qu'il ne lui en coûterait que 30 € la tonne de CO2 en substituant du charbon par du gaz. Donc, vous voyez que c'est une stratégie qui est problématique et qui nécessite que les économistes essayent de vendre un petit peu la réduction une politique qui soit plus intelligente, plus efficace, où on va chercher d'abord les actions qui sont les plus réductrices d'émissions de CO2 par le pot dépensé. Alors, il y a un ensemble et une stratégie numéro 5 qui consiste à aller déverser des tombereaux de milliards d'euros dans l'économie européenne pour réduire ses émissions de CO2. Alors là, j'en toucherai juste 2 mots. En fait, le problème n'est pas l'accès aux capitaux pour les industriels de l'énergie verte. Les industriels, regardez les taux d'intérêt en Europe. Le coût du capital des entreprises vertes est absolument réduit. Le problème n'est pas un accès aux capitaux pour développer la transition énergétique. Le problème, c'est que ces technologies de substitution ne sont pas profitables par rapport aux technologies utilisant les énergies fossiles. Et pourquoi elles ne sont pas profitables? Parce que les énergies fossiles obtiennent une subvention implicite par le fait que leurs producteurs ne payent pas pour les dommages qu'ils génèrent en émettant ce CO2. Et donc, il ne s'agit pas, bien sûr qu'il faudra des centaines de milliards d'euros pour organiser la transition, mais ça ne suffira pas. Le problème est avant tout de savoir comment rendre profitable pour les opérateurs les énergies qui sont plus vertueuses en termes de réduction des émissions de CO2. D'où, et c'est mon point principal, et je terminerai par là, c'est la stratégie ici, celle des économistes. Alors, c'est assez intéressant parce que vous savez bien que les économistes ne s'entendent sur rien du tout, mais sur la problématique de lutte contre le changement climatique, il y a un consensus gigantesque qui est apparu depuis 3-4 ans maintenant. L'énorme majorité des économistes académiques aujourd'hui défendent l'idée que pour lutter contre le changement climatique,
on n'aura pas d'autre solution que de mettre un prix sur le carbone. Et cette solution, elle provient simplement de, excusez-moi, je vais sauter de slide. On a entendu ce matin, à multiples reprises, que les hommes ont les mauvaises valeurs. Et donc, pour lutter contre le changement climatique, il faut changer nos valeurs pour changer nos comportements. Il faut aller jusqu'au bout de ce raisonnement-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai entendu ce matin, on fait le constat qu'il faut changer les valeurs, mais on n'a pas les instruments pour changer les valeurs. Et évidemment qu'il ne s'agit pas uniquement de faire de la pédagogie. On sait bien qu'il ne suffira pas de simplement expliquer aux gens qu'il faut être gentil et être altruiste. Il faudra aussi changer les valeurs par une approche systémique. Et l'approche systémique que les économistes proposent, c'est un prix du carbone. Mettre un prix du carbone, c'est changer les valeurs des gens. Et on sait que modifier le système de prix dans une économie modifie radicalement les comportements. Je prendrai juste un seul exemple. Je vais prendre juste deux exemples, si Stanislas veut bien. Le premier, c'est la Renaissance. Aujourd'hui, il faut mettre en œuvre une transition de notre économie sans commune mesure avec ce qu'on n'a jamais connu ces 2 derniers siècles. On a des exemples de transition de civilisation depuis 2 millénaires, en particulier celle de la Renaissance. La Renaissance, elle s'est produite notamment parce qu'on a divisé par un facteur 1000 le prix du livre. Et comment est-ce qu'on a divisé par 1000 le prix du livre? Parce qu'on a eu une innovation technologique qui s'appelle l'imprimerie. Donc, l'imprimerie a réduit massivement le prix du livre, qui a permis la transfert des idées, notamment celle, on est en Belgique ici, celle de Erasme, l'éloge de la folie, qui véhicule des idées nouvelles qui sont massivement transmises grâce au livre. Autre exemple, le prix de l'essence est depuis une trentaine d'années 2 fois plus élevé en Europe qu'il est aux États-Unis. Regardez l'impact de cette différentiel de prix sur les caractéristiques des véhicules automobiles dans les 2 régions du monde. Et vous comprendrez rapidement que c'est évidemment parce que le prix de l'essence est beaucoup plus important en Europe, que les véhicules européens sont beaucoup moins lourds et beaucoup moins émetteurs de CO2, beaucoup moins utilisateurs d'essence. Donc, le prix affecte les comportements. Changer les valeurs des gens en organisant, en mettant en place un système de prix universel du carbone sans exemption est une méthode simple pour changer ces valeurs et en conséquence changer ces comportements. Il y a évidemment le sujet du prix du carbone, la taxe carbone est liée aussi au problème des inégalités. C'est vrai que la demande d'énergie a une élasticité revenu qui est plus petite que 1, c'est-à-dire que les ménages modestes consacrent une part plus importante de leur budget à leur consommation d'énergie et donc toute politique qui a pour conséquence d'augmenter le prix de l'énergie, et vous avez bien compris qu'on ne n'y passera pas, on ne pourra pas éviter ça pour mener la transition énergétique, conduit à fiscalement régressif. Et donc, néanmoins, par rapport aux toutes autres solutions qui forceraient une augmentation du prix de l'énergie, la solution d'une taxe carbone sur l'énergie fossile a l'avantage de pouvoir collecter des revenus fiscaux qui peuvent être utilisés pour compenser les ménages modestes. Voilà, je vais terminer ici. J'avais juste un transparent supplémentaire pour vous parler une fois qu'on est d'accord sur un prix du carbone, encore faut-il se mettre d'accord sur le prix de ce carbone. Et là, il y a tout un espace de recherche qui s'ouvre, tout un espace de débat qui s'ouvre. Moi, je vais juste le dire en un seul mot. Je pense qu'aujourd'hui, un prix du carbone autour de 70-80 euros la tonne de CO2, compte tenu des dernières informations scientifiques disponibles sur les conséquences des émissions de CO2, eh bien, c'est un prix autour de 70-80 euros la tonne de CO2 permettrait d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 que l'Union européenne a décidé de se fixer il y a maintenant quelques mois. Je vous remercie.